il semblerait que ChatGPT, en particulier GPT-4, soit en train de devenir débile. Même plus précisément que ça, soit en train de devenir paresseux. Si vous regardez ce leaderboard, donc qui montre les plus gros modèles, donc les propriétaires sont tout en haut évidemment parce que pour l'instant ils ont quand même un avantage sur les modèles open source, mais on peut voir tout en bas qu'il y a i34B, Tulu, il y a quand même, ça commence à se défendre, Mixtral qui est un peu plus haut. Mais si vous regardez les tout meilleurs, est-ce que vous observez quelque chose d'un peu étrange? Il y a plusieurs versions de GPT-4. Alors oui. Tu l'as déjà dit. Pourquoi? Non mais c'est pas grave. Pourquoi en fait elles correspondent à différentes versions à un temps donné. C'est-à-dire que GPT-4 03.14 c'est la version qui date de mars 2023. 06 c'est la version qui date de juin 2023. Et donc on peut voir déjà la première chose c'est qu'elles ne sont pas ordonnées par ordre chronologique. Oui, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a et après sur ceux de Claude? Ah oui, ok, oui c'est vrai, maintenant ça me saute au-dessus. Claude 2 est en dessous de Claude 1. Alors, non, Claude 2 est en dessous de Claude 1. Et Claude 2.1 est en dessous des deux autres. Ça veut dire que les gens ont en moyenne trouvé les modèles propriétaires récents comme étant moins qualitatifs que les anciens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand même. C'est-à-dire que tu as des équipes qui ont des millions de dollars de financement, des centaines de personnes qui bossent sur des modèles. Ils passent des mois et des mois à créer des nouvelles versions qui sont moins bien notées que des trucs sortis il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Mais juste avant, laissez-moi vous montrer un exemple très concret et utile de comment l'IA peut vous aider dans votre quotidien avec Hostinger, notre sponsor du jour. Sur leur site, ils ont une fonction de builder de site web assistée par IA. Le contenu est généré sur mesure, optimisé pour le référencement et des images sont sélectionnées pour vous. Ce qui vous donne une très bonne base pour ensuite peaufiner le site selon vos goûts. C'est franchement assez marrant à essayer et vous pouvez après héberger le site sur leur interface intuitive. Quand vous souscrivez, vous avez aussi un nom de domaine offert, du support 24 heures sur 24 et un hébergement sur des serveurs NVMe en France. Jusqu'au 12 février, ils ont des offres qui défient toute concurrence sur les plans premium et business. Et avec le code underscore, vous gagnez encore 10% sur les plans de 12 mois et plus. Le lien pour voir tout ça est en description. C'est pas tellement une question de devenir stupide, c'est-à-dire de ne plus arriver à résoudre des tâches, mais c'est de manière générale une question de comportement. C'est-à-dire que là où il y a peut-être 6 mois, 1 an, on pouvait lui demander de rédiger un script complet. Je vais prendre un exemple avec le développement parce que c'est assez parlant. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais en train d'apprendre Swift et je lui demandais de faire des tâches vraiment très complexes sur le GPU du Mac et il me pondait des scripts en Swift, il me générait des shaders et il semblerait qu'on soit passé de ça à actuellement où, si on regarde dans quelques exemples, on voit qu'il est constamment en train de nous demander de faire le travail. J'ai remarqué ça un peu. J'ai remarqué ça un peu la flemme. Tu lui demandes de faire un code, avant il te le faisait, maintenant il t'explique comment tu peux y arriver, il te met des petits extraits, mais c'est à toi d'assembler le truc. Exactement. Il y a des gens qui ont fait des tests entre GPT-4 par exemple et d'autres modèles, typiquement des modèles open source. Moi j'en ai vu notamment avec Mixtral, donc les tout derniers modèles open source qui rivalisent de qualité avec GPT 3.5, etc. Il est censé y avoir quand même un gap d'intelligence, mais quand tu regardais du point de vue de la paresse, eh bien, effectivement, la distinction était frappante. C'est pas un problème qu'on ne peut pas résoudre. Parce qu'il suffit de le reprompter, de lui demander « Non, mais j'aimerais bien le code en entier. Non, mais implémente telle ou telle partie toi-même et tu finis par y arriver. » C'est comme si il avait un désir de raccourcir ses réponses pour être dans un mode plus conversationnel. Et à la fin des fins, tu finis par obtenir ce que tu veux. Eh bien, peut-être que les versions actuelles de GPT-4 ont été plutôt guidées pour suivre mieux les prompts système. On pourrait s'imaginer qu'une piste d'explication qui serait que un modèle qui est super efficace à suivre des instructions précises, eh ben, c'est objectivement très utile. Mais si ça se trouve, on est un peu perdu au change, en gros, dans leur autonomie et leur capacité à se débrouiller, à faire des très longues générations valides avec un petit prompt. Donc ça, c'est la première piste. Ce qui est pas une mauvaise nouvelle parce que du coup peut-être qu'on peut compenser légèrement en essayant d'être un peu plus précis dans ce qu'on lui dit. Si jamais c'est véridique, eh ben une piste de solution c'est effectivement de se créer des prompts systèmes qui vont guider la manière dont on veut que notre assistant se comporte. Donc effectivement, j'en vois pas mal se partager sur Twitter. Si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les partager aussi. Mais des prompts systèmes de gens qui disent « Ok, la manière dont tu t'exprimes ne me plaît pas. Et donc, moi-même, je vais devoir écrire à la main. Tu dois t'exprimer de manière détaillée. Cut the crap. Arrête de me raconter de la merde. Je veux du code en entier. »
Et donc, c'est effectivement un moyen de contourner le souci. Surtout que les gens se sont rendus compte que suivant l'intermédiaire qu'ils utilisaient avec les serveurs d'OpenAI, ça ne se comportait pas forcément de la même chose. Il y a des gens qui ont essayé sur la version ordi de ChatGPT versus la version mobile, et ils n'ont pas du tout obtenu les mêmes résultats. Si vous ne le saviez pas, en fait, la version mobile de ChatGPT a un prompt system différent. Ce qu'il y a en haut du chat qu'on ne voit pas est modifié suivant le device qu'on utilise. Et en gros, sur l'appli ChatGPT, il semblerait que OpenAI ait demandé volontairement à GPT-4 de faire des réponses plus courtes. Et j'imagine que la réflexion, c'est les gens sont sur mobile et donc ils veulent de l'info plus dense. Ouais, puis une info peut-être rapide, justement. C'est bête, mais t'es comme ça dans la rue, tu vois pendant 10 ans sur ton téléphone, enfin. C'est clair. Je pense qu'il y a une autre explication qui est valide, c'est une histoire de coût, notamment sur les versions mobiles de OpenAI. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des modèles de discussion. Donc en fait, ils ont intégré Whisper donc pour comprendre les instructions vocales, et leur nouveau modèle de génération de texte, de text-to-speech. C'est très probable que tout ça leur coûte assez cher, mine de rien, et que du coup, réduire l'output, réduire la taille des messages générés par ChatGPT, ça leur fait économiser de la génération vocale, en fait. Mais en fait, il est possible que, même au niveau de la qualité, c'est-à-dire que même au niveau du modèle, donc c'est-à-dire le fichier qui tourne sur le serveur d'OpenAI, il est possible qu'il y ait des drops en qualité. Qu'est-ce qui expliquerait ça? C'est juste un constat. Je me dis, qu'est-ce qui a changé entre ChatGPT il y a 1 an et ChatGPT maintenant? Et je me dis, en fait, il se nourrit des retours qu'on lui fait nous. Si ça se trouve, c'est juste nous, on est trop mauvais pour interagir avec ChatGPT. Et en fait, il était un peu pur à sa sortie. Et du coup, en fait, il était vachement efficace. Et il est devenu influencé par l'humain. Et du coup, c'est devenu une merde humaine. Alors, non mais, écoute-moi bien. Ça, c'est une des théories les plus solides actuellement qui sont avancées par les gens. Je suis refait. Qui pourrait expliquer ça. Je vais revenir dessus. En gros, il y a 3 grandes théories qui pourraient expliquer ça. Donc la première, c'est celle dont tu as parlé. À savoir, si vous avez remarqué, sur l'interface de ChatGPT, 1 fois sur 20 à peu près, on va vous demander de noter la réponse d'OpenAI. Effectivement, il y a des bonnes chances que ces données-là soient utilisées à des fins d'entraînement pour améliorer, pour rapprocher l'IA théoriquement de ce que l'humain, l'utilisateur final, voudrait. Ça serait logique qu'il le fasse en tout cas. Ce serait logique, ça paraît comme une excellente idée, mais effectivement, il y a pas mal de gens qui disent que si ça se trouve, ça a participé à lui faire baisser sa qualité. Puisque nous, humains, on serait des mauvais profs, en fait. On serait pas en mesure d'identifier objectivement quelles sont les réponses les plus informatives, les plus utiles. Et donc, voilà, ces sélections-là ont petit à petit fait dévier ChatGPT de son intelligence originelle, on va dire, pour arriver à ça aujourd'hui. La deuxième possibilité, c'est la lobotomisation des modèles propriétaires. Un truc que les gens savent, c'est que si on demande à ChatGPT de faire des trucs illégaux, mais pas que illégaux justement, eh bien il va vous dire je ne peux pas le faire car je suis un modèle d'IA responsable. Il est devenu très puritain, enfin je sais pas si c'est le mot pour une IA, mais... si, je pense que c'est un bon mot, effectivement. Et ceci existait dès le début, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le RLHF, donc Reinforcement par Human Feedback, donc du renforcement d'apprentissage par feedback humain. Et c'est la technique qui a un peu débloqué les modèles de langage. Donc, faut pas cracher dessus parce que c'est vraiment le truc qui a permis à ChatGPT 3.5 notamment d'avoir une montée en gamme aussi importante entre la GPT-3 et la version GPT 3.5. Sur les premières versions de ChatGPT, il y avait déjà un système de feedback humain qui lui faisait refuser certaines requêtes, etc. Mais ce qui est probable, la théorie qui a été émise et qui se vérifie honnêtement assez facilement, c'est que petit à petit, à chaque fois que globalement quelqu'un arrivait à demander à ChatGPT à lui faire générer un output qui ne lui plaisait pas, probablement qu'il allait gueuler quelque part sur Twitter ou quelque chose comme ça, et que OpenAI petit à petit a dû mettre de plus en plus à jour son système de renforcement par feedback humain pour intégrer chaque petite gueulante faite par chaque personne qui n'était pas contente. Petit à petit, ils ont dû rajouter des garde-fous et des garde-fous dans leur modèle de filtrage. Et que ça ait participé lentement mais sûrement à une lobotomisation d'une certaine manière du modèle. Mais il y a une autre explication. Une autre explication qui est même
encore plus séduisante et plausible de mon point de vue. Qui a que le problème qu'a OpenAI actuellement, et que n'ont pas tous les modèles open source qui cartonnent et qui marchent super bien, c'est qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs, qu'ils ont eu très rapidement. Alors on sait qu'ils ont énormément de fonds de Microsoft, mais de manière générale, on sait qu'un des gros problèmes d'OpenAI, c'est d'être rentable et c'est d'arriver à financer le coût hardware monumental que représentent ces fermes de GPU qui servent ChatGPT 3 et 4 à la planète entière. Une des bonnes raisons qu'on a de croire que c'est très très cher de faire ça, c'est que depuis 1 an et demi, il n'y a pas eu beaucoup d'autres GPT-4, mine de rien. La théorie comme quoi GPT-4 coûte un putain de bras à faire tourner et que OpenAI serait complètement à perte, mais genre bien encore plus qu'on se l'imaginerait, est plausible. C'est pas impossible que ce soit vraiment très 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 cher. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu as un produit qui est extrêmement coûteux, utilisé par des millions et des millions de gens avec des pics grands comme ça? C'est que tu cherches les solutions que tu as à ta disposition pour baisser le coût de tes inférences. Donc en gros, pour faire en sorte que ton ordinateur, il ait besoin de moins de puissance de calcul pour générer un certain nombre de tokens et répondre à ton chat. Parce que la problématique, c'est toujours de maximiser combien d'utilisateurs en simultané vont pouvoir interroger GPT-4 qui tourne sur une ferme de serveurs. Et donc, actuellement, ce que tu peux faire pour augmenter les performances de ton serveur, c'est genre utiliser du code plus efficient, des meilleurs modèles. Actuellement, par exemple, la plupart des serveurs qui fournissent des chatbots, ils utilisent VLLM. C'est le projet par excellence qui permet de servir avec la meilleure efficacité possible beaucoup d'utilisateurs. Une autre technique qui est possible, c'est de réduire la taille des modèles. Donc, c'est-à-dire que tu prends ton modèle de base que tu as entraîné et tu vas réduire sa taille. Alors tu pourrais te dire, bah non mais c'est con, genre si tu divises par 2 la taille de GPT-4 par exemple, j'imagine qu'il deviendrait 2 fois plus bête ou, enfin intuitivement on se dirait ça. Mais en fait, pas du tout. Parce que faut s'imaginer que ces modèles-là, donc ces grandes matrices de nombres, en fait c'est des matrices de nombres flottants. Il faut se dire que ce sont des nombres à virgule, où il y a vraiment beaucoup de virgules pour une très très grande précision. La seule chose à comprendre, c'est que cette matrice de nombres, si on veut diviser sa taille par 2, on peut par exemple la réduire lui enlever de la précision. Donc au lieu que tes nombres à virgule, ils aient genre 32 chiffres après la virgule, et ben tu vas passer à 16 par exemple. T'es pas en train de diviser par 2 ton modèle, tu vois, c'est pas ça. C'est juste que tu réduis sa précision. Et globalement, ce qu'on observe, c'est que ça change quasiment pas ses performances. Ce processus, on appelle ça de la quantisation. C'est qu'en gros, si tu peux avoir un modèle de 32 milliards de paramètres, peut-être que normalement, il devrait faire une trentaine de gigas, par exemple, mais grâce à de la quantisation, tu vas pouvoir réduire la précision de ses poids et passer, par exemple, en FP16 ou en Q8. C'est juste des nomenclatures qui ont été créées pour décrire à quel point tu fais des concessions sur la précision de tes poids. Justement, l'impact est limité. Il n'y a pas un peu un côté théorie du chaos où un peu de manque de précision plus un peu de manque de précision, à la fin, ça s'accumule? Eh bien, exactement. En gros, à un moment, on pensait que c'était quand même assez limité, mais en fait, c'est possible que ce soit quand même un trade-off. Un trade-off qui ne serait pas genre catastrophique, mais qui existerait quand même. En fait, des gens ont fait des tests sur le niveau de perplexité des modèles. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est juste une manière de savoir si un modèle est performant et si jamais il sait prédire de manière correcte la suite d'un texte. Et ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils ont créé des courbes pour comparer les différentes versions quantisées pour savoir si mon modèle qui fait 30 gigas, je le passe en 24 gigas ou en 18 gigas ou en 15 gigas, à quel point l'impact est sévère en fait au niveau de la qualité. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que typiquement, si tu utilises une représentation sur 8 bits, tu es très très proche de la qualité originale. Si tu passes en 4, pour le coup, ça va être largement dégradé. Et à 2, ça va être bien pire que ça, etc. Donc on a une idée vague de l'impact de la quantisation sur les performances. Mais ce qui est à peu près certain, pour le coup, c'est que au niveau de la performance, tu as des gains qui sont vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en nombre de tokens générés par seconde et en quantité de mémoire nécessaire, c'est génial. Genre, toi, avec ton GPU, par exemple, si tu as une 4090
avec 24 Go de mémoire vive sur le GPU, tu vas pouvoir faire tourner des modèles qui font 70 ou 34, de manière plus réaliste, 34 milliards de paramètres, sans problème, grâce à la quantisation. Donc, Ok. en fait, c'est génial. C'est vraiment trop bien. C'est bien mieux de prendre un gros modèle quantisé, Exactement. je sais pas si ça se Ouais. dit, mais qu'un plus petit modèle avec moins de paramètres, mais qui n'est pas quantisé. Exactement. C'est vraiment exactement ça. Et dans tous les benchmarks, ça s'observe. Dans les versions récentes de ChatGPT, je sais qu'ils ont sorti GPT-4 Turbo, etc. Est-ce que c'est ce genre d'optimisation qu'il y a derrière? Et ben, le truc, c'est que on ne sait pas. Dans les faits, personne ne sait de quelle manière comment l'architecture, le back-end de OpenAI fonctionne et qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur modèle, etc. Mais c'est une théorie très solide que, effectivement, les versions turbo, les versions récentes, etc., pour pouvoir les déployer et les servir à énormément de gens, ils passeraient peut-être par de la quantisation. Alors, attention, c'est pas pour ça que tu peux pas faire un modèle à la fois performant et précis. Il y a des gens qui ont imaginé des stratégies pour réduire la précision, par exemple, de certaines couches du modèle, mais pas de toutes. On va pas rentrer dans l'architecture de l'IAMA, parce que c'est quand même un peu compliqué, c'est l'histoire de transformers et tout ça. Mais en gros, il y a tu peux avoir certains layers, certaines briques, que tu vas garder à leur précision complète, mais d'autres que tu vas quantiser et réduire en précision. Et tout ça te permet de globalement avoir le meilleur des deux mondes, à savoir de la super performance et en même temps quelque chose de relativement précis. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que quantisation égale perte de précision égale perte de performance. Et c'est hyper traite parce que tu peux garder le même nom, tu vois. Si ça se trouve, OpenAI, ils te disent qu'ils te donnent GPT-4, mais en fait, dans la version web, par exemple, c'est pas vraiment GPT-4, c'est la version quantisée à mort, qui est hyper rapide et qui marche genre 5% moins bien ou 8% moins bien, tu vois. Ça peut être de cet ordre-là. Pas assez pour que ce soit démontrable, vraiment, mais suffisamment pour qu'on s'en rende compte et on se dise, c'est quand même bizarre qu'ils soient... On a l'impression qu'il n'est pas bien réveillé, tu vois. Et voilà. Il y a une dernière explication qui est un peu troll et que je vous garder pour la fin, qui est que on pense que GPT-4 et de manière générale les LLM sont sensibles à des facteurs externes. Donc par exemple, si dans le prompt system il y a écrit on est au mois de janvier, et ben il y a des chances, ça a été mesuré dans certains papiers, qui performe moins bien que si tu lui dis que tu es en mai, par exemple, ou à une autre période de l'année, ou peut-être que de manière générale, les gens sont plus motivés, travaillent mieux. GPT a besoin de soleil, visiblement. Il a appris de nous, quoi. Genre, en hiver, il a la flemme. Exactement. Donc c'est une autre théorie qui permet de l'expliquer. Bon, honnêtement, c'est plutôt pour la vanne parce que j'ai pas l'impression que ça a été démontré sur des très très grandes bases de données et que ce soit vraiment très très fiable comme résultat, mais c'est une des dernières explications. Pour ceux qui seraient un peu déprimés par cette histoire, eh ben rassurez-vous parce que récemment OpenAI a fait pas mal d'annonces qui sont un peu passées en sous-marin, notamment sur des modèles, sur l'audio, la transcription, etc. C'est dommage qu'on n'en parle pas parce qu'il y a vraiment des pépites et on vous en parlait dans cette vidéo. Et pour ceux qui étaient intéressés par notre partenaire Hostinger et le builder de site par IA, je vous ai fait une vidéo complète en description sur 10 fonctionnalités avancées que peu de gens connaissent sur la plateforme. Si vous hésitez à prendre un abonnement, ça peut être intéressant d'aller regarder ça en détail.